Un adulte qui change de sexe, ça ne pose aucun souci. Par contre, des enfants, évidemment, qui sont en pleine construction, vous en faites pour plus tard une sorte d'homme plastique. Et j'ai été très surprise, après 10 ans sans antenne, sans faire de la télévision moi-même, de voir comment tout avait changé. Et de voir comment on ne pouvait plus dire ce qu'on pensait. De voir comment, lorsqu'on dit ce qu'on pense, immédiatement, on attend votre enfant à la sortie de l'école. On a l'impression que la culture américaine et l'histoire américaine peut-être, quand on n'y réfléchit pas, quand on ne creuse pas, est très similaire de la nôtre. Or, ce n'est pas du tout le cas. Les drones ukrainiens ont détruit les villages. Il y a des cadavres d'animaux un peu partout. Des cadavres de soldats aussi qui n'ont pas été relevés lors de la précédente offensive. Bonjour Arnaud Klarsfeld. Bonjour. Merci de recevoir Omerta chez vous une nouvelle fois. Alors, on ne vous présente plus, hein, vous êtes un habitué de la chaîne et vous êtes un habitué des médias, particulièrement sur les sujets internationaux sur lesquels vous êtes beaucoup intervenu, notamment sur les conflits, et on va en parler. On assiste en ce moment à une sorte d'accélération de l'actualité, et donc on va essayer de lister. Bon, juste avant d'arriver, on vient d'apprendre que la Roumanie, par exemple, le Conseil constitutionnel avait décidé d'annuler l'élection présidentielle, qui allait sans doute consacrer l'élection d'un candidat jugé pro-russe. Donc il y a voilà tout ce qui s'est passé, et c'est une sorte de coup de tonnerre en Europe, et avec la Syrie, sur laquelle on va revenir aussi, les choses sont en train de se développer au moment où nous parlons. On va revenir un tout petit peu sur l'Ukraine, où aussi le front continue à bouger et les choses bougent incontestablement, notamment depuis la victoire de Donald Trump. Je crois que la dernière fois qu'on s'était parlé ou que vous étiez intervenu sur Omerta, c'était autour de Donald Trump, et vous aviez assez fort justement imaginé cette victoire. Est-ce que vous pensez qu'en Ukraine, aujourd'hui, notamment avec ce que Trump a annoncé, les dispositions de Poutine vis-à-vis de Trump, visiblement échange d'amabilité, on s'achemine vers la fin de la guerre? Oui, je crois que Trump veut apaiser les conflits, geler le conflit sans doute en Ukraine, et puis que ça se décide d'ici 20 ans et qu'il y ait une ligne de démarcation, et que sans doute Poutine conserve le Donbass et la Crimée. Je ne crois pas qu'il puisse faire reculer Poutine des positions qu'il a prises, envahies ou reprises selon lui. Donc il vaut mieux geler le conflit, avoir un accord entre Américains et Russes comme autrefois, finalement avec des zones d'influence. C'est injuste pour ceux qui, dans le Donbass ou qui en Ukraine, une certaine jeunesse qui voudrait aller vers l'Ouest. C'est vrai, c'est injuste, mais il faut comprendre aussi la position des Russes qui verraient l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN comme la fin de la grande puissance russe, et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Donc, il vaut mieux un mauvais accord qui laisse vivre les gens, en gros, qui puissent vivre heureux, même si c'est dans une sorte de zone d'influence russe, avec des garanties de sécurité que Poutine n'aille pas plus avant, parce que, bon, finalement, le Donbass, c'est quand même une zone où la majorité des gens se sentent russes, parlent russe, ça c'est sûr, et se sentent russes aussi, la Crimée aussi, même s'il y a eu des changements, des transferts de population, plutôt que d'essayer de gagner une guerre qui est ingagnable ou qui n'est gagnable que si l'OTAN rentre en guerre contre la Russie. Et Poutine ne se laissera pas abattre sans déclencher une guerre mondiale. Une guerre mondiale, ce sont aussi les armes nucléaires, et le champ de bataille serait l'Europe. Donc je
je pense qu'il vaut mieux, c'est un mauvais accord, en tous les cas pour les Ukrainiens qui voudraient conserver l'intégrité de tout leur territoire, je ne crois pas que ce soit possible. Vous qui avez des origines... Et même, vous avez parlé de la Roumanie, avec l'annulation de l'élection présidentielle ou du premier tour de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a eu une propagande sur TikTok. C'est un argument qui me paraît quand même faible. Regardez les Américains, dont je me sens si proche, disons... Aussi, il y a une propagande par Hollywood sur le continent, sur tous les continents. Et elle est très efficace. Bon, et elle est efficace pour les Américains, quel que soit le pays. Tout le monde a des vêtements américains, parfois des comportements américains. Bon, cette propagande, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou par le biais du cinéma ou autre chose, c'est quelque chose qui est relativement normal quand il y a des conflits. Je crois qu'il y a une partie de la population roumaine qui ne veut pas rentrer en conflit avec la Russie, qui a vu le sort qui a été réservé à l'Ukraine et qui préférerait, disons, une sorte de neutralité plutôt que d'un gouvernement hostile à la Russie. C'est la même chose pour la Géorgie. Il suffit que quelqu'un regarde une carte. Bon, la Géorgie est enclavée quand même entre c'est tout petit, c'est enclavé entre la Russie, je crois, et la Turquie. Ça me paraît compliqué qu'elle rejoigne l'Union européenne. Oui, bien sûr. Alors, moi, je voulais vous demander, d'un point de vue personnel, puisque vous avez des origines russes, vous avez une roumaine. Et roumaine aussi. Et roumaine. Voilà. Mais sur la Russie, évidemment... Chaque fois que je rencontre d'ailleurs un docteur, il y a maintenant beaucoup de docteurs roumains, je dis « Ah, mon père est né à Bucarest, ma grand-mère à Braïla ». Et puis les mendiants dans la rue, il y en a beaucoup qui sont de Moldavie. Alors, la Moldavie, c'était aussi la Bissarabie avant. Oui, bien sûr. Je leur dis aussi que ma grand-mère était de Kaoul. Kaoul, c'était en Bissarabie, à l'époque, qui était à l'époque russe. Voilà. Donc, je sympathise avec les médecins roumains et avec les mendiants moldaves. Voilà. D'accord, ils me connaissent tous dans le quartier, ils m'aiment bien. Très bien, très bien. Non, je voulais, par rapport à ce qui s'est passé depuis 2 ans, enfin depuis 2 ans et demi, depuis cette invasion de l'Ukraine, l'image et nos rapports avec la Russie sont devenus absolument ou inexistants, voire complètement hostiles. Est-ce que vous pensez que la fin de ce conflit permettra peut-être de revoir un peu les choses, parce que ça a été une éradication totale, c'est-à-dire que tout ce qui était russe était non grata, on n'a pas fait la différence globalement entre les Russes, y compris des Russes exilés de l'époque du communisme, et Vladimir Poutine en fait. Tout ça n'existe plus, on n'a plus de relations. Au début, il y a eu une campagne d'hystérie avec vouloir interdire Tchaïkovski ou Dostoïevski. Ça paraît maintenant presque surréaliste, puisque il y a eu un déclin de cette campagne quand même. Interdire les athlètes russes aux Jeux Olympiques. Bon, il faut quand même comprendre qu'une partie quand même de la prospérité européenne était basée quand même sur disons, les matières premières à bas prix venant de Russie, notamment le gaz, le pétrole, et qu'aujourd'hui on voit bien que ça devient compliqué pour l'Europe. L'Allemagne est quasi en récession, l'AfD, qui est le parti d'extrême droite néo-nazi, gagne en force dans tout l'est de l'Allemagne. Il vaut mieux avoir de bonnes relations avec la Russie. Évidemment, si on croit que Poutine est Hitler et qu'il veut envahir toute l'Europe et imposer une idéologie, je ne sais même pas quelle idéologie, puisqu'il n'y a pas vraiment d'idéologie. Les communistes avaient une idéologie, les nazis avaient une idéologie. Poutine n'a pas réellement d'idéologie, sinon une sorte de grandeur russe. Mais je ne crois pas qu'il veut sortir de son glacis territorial. Bon, on peut avoir une autre opinion. Dieu ne va pas sortir du plafond pour dire Arnaud, tu as tort, ou Arnaud, tu as raison. Donc je respecte l'autre opinion. Je ne suis pas d'accord, en tous les cas, sur le fait qu'on doive rentrer en guerre avec la Russie, envoyer des troupes. Je trouve que ce serait un suicide pour l'Europe. L'Europe s'est déjà suicidée 2 fois lors de la première
et de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tant de générations qui sont mortes sur le sol européen. Il vaut mieux éviter les guerres, si c'est possible, et trouver un compromis. Pour en venir maintenant à... Surtout que l'Ukraine, on n'a pas de traité avec l'Ukraine. On avait un traité avec l'Angleterre qui avait un traité avec la Pologne pour la Seconde Guerre mondiale, mais on n'a pas de traité avec l'Ukraine. Ce n'est pas un pays qui est un pays allié dans le sens où on a un traité où on doit les assister et rentrer en guerre parce qu'ils sont envahis. Ce n'est pas le cas, quoi. Bien sûr. Maintenant, venons-en à Donald Trump. Et j'ajoute encore que on ne parle jamais, aucun dirigeant européen ne parle jamais, disons, du culte qu'il voue, en tous les cas dans l'ouest de l'Ukraine, à des personnalités comme Bandera et Tchoukevitch qui ont massacré des dizaines de milliers sinon plus de familles juives et qui ont massacré aussi des dizaines de milliers de Polonais. Et on veut les faire rentrer dans l'Europe sans même aborder le sujet. Ça, c'est quand même de la mauvaise foi. Alors, pour Trump, hier, je discutais avec un ami qui me disait avoir vécu l'élection de Trump au Liban et avoir été surpris de constater qu'autour de lui, dans une multitude de communautés d'ailleurs, les gens étaient plutôt pro-Trump. Et il me dit, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit finalement, de l'autre côté de la frontière, alors qu'Israël était encore en guerre avec le Hezbollah, parce que le cessez-le-feu n'avait pas été... il me dit, je suis à peu près persuadé que les Israéliens aussi étaient favorables à Trump. Je regardais avant-hier que l'Iran, qui se trouve aujourd'hui dans une situation avec la Syrie compliquée, mais l'Iran a demandé, a décidé de décaler sa riposte aux dernières frappes israéliennes après l'arrivée de Trump pour voir et pour donner... on a l'impression que Trump se retrouve... C'est un personnage détestable il y a un mois pour la plupart des élites occidentales, sexiste, tout ce qu'on veut, et c'est un peu en train de devenir le sauveur du monde. Vous avez cette impression aussi ? Le sauveur du monde, je ne sais pas, mais en tous les cas, il n'est pas du tout antipathique. Je trouve qu'il est très sympathique, au contraire. Non, mais il était présenté comme... Oui, mais enfin, il a beaucoup de défauts, de caractère. Il est vaniteux, il est égocentrique, parfois il est grossier, mais... Au moins, il est drôle et il y a du spectacle. Ça, c'est déjà une chose. C'est quand même plus sympa de voir le monde comme ça. Et il ne veut pas de guerre. Et il est contre le wokisme. Et il veut rendre sa grandeur aux États-Unis et apaiser surtout le point essentiel pour lequel je le soutenais, c'est que c'est le partisan de la paix, de s'entendre avec les Russes et malgré ses défauts, de faire en sorte que les gens soient heureux ou pas trop malheureux un peu partout, quoi. Donc, il soutient Israël, c'est très important aussi pour moi. Et sur le fait que les Libanais sont contents, c'est normal aussi, son beau-père est libanais. C'est vrai. Et les Libanais, beaucoup de Libanais ressemblent trait pour trait à beaucoup d'Israéliens et peuvent s'entendre très bien. Ce sont deux peuples marchands les uns et les autres, intelligents, qui innovent, qui savent bien se débrouiller. Il n'y a pas de raison, et surtout il n'y a pas de conflit territorial, il n'y a aucun conflit entre le Liban et Israël, sauf un petit bout de territoire, les fermes de Sheba, mais c'est tout petit. Enfin, c'est le Hezbollah et surtout l'Iran qui fait que le Liban et Israël sont en guerre, que le Hezbollah est en guerre avec Israël. Bon, après, est-ce que le fait qu'ils mettent Hamek à feu, qu'ils veuillent se retirer, mais je ne crois pas qu'ils veuillent se retirer de l'OTAN, ils ne veulent pas se retirer de l'OTAN. Les Européens devraient comprendre aussi que Trump a plus d'atomes crochus avec l'Europe que Kamala Harris. Kamala Harris, bon, elle est née, elle est de mère indienne ou de père indien et de père jamaïcain. Trump, ses ancêtres ou ses aïeux sont allemands, écossais. Il a ses golfs ici, il est allé sans doute à Saint-Tropez. Il a acheté des sacs Dior pour sa femme. Bon, il a
plus d'atomes crochus avec l'Europe. C'est-à-dire l'Europe et Trump, c'est à peu près la même chose, quoi. Tandis que Kamala Harris était plus lointaine. D'ailleurs, quand elle a eu une question sur la frontière, on lui a demandé « Did you go to the border ?» parce qu'elle était sans doute border tsar, enfin celle qui s'occupait de la frontière avec le Mexique. Elle n'était pas allée à la frontière et elle a dit « Oui, mais je ne suis pas allée en Europe non plus. » Enfin, donc, elle ne connaît pas l'Europe, tandis que Trump connaît l'Europe par cœur. Et d'ailleurs, il vient demain pour l'inauguration de Notre-Dame. Vous pensez que le fait que les rapports entre Trump n'ont pas toujours été bons, entre Trump et Emmanuel Macron n'ont pas toujours été bons, ils ont même été exécrables à plein de niveaux, Trump révélant des anecdotes et tentant à ridiculiser Macron, et Macron, il est ce qu'il est, mais il reste le président de la France. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il décide là, alors qu'il avait dit non au début, de venir, de consacrer son premier voyage en tant que président élu en France, c'est un geste de bonne volonté vis-à-vis de la France et plus globalement vis-à-vis de l'Europe, parce qu'on dit que finalement, avec l'arrivée de Trump et l'entente probable avec Poutine, ça risque de se faire sur le dos des Européens et de nous. Bon, on risque d'être affaibli. Il vient parce que c'est un grand spectacle, il y a Notre-Dame que le monde entier connaît, il sera le plus beau au premier rang, et il ne doit pas avoir tellement d'acrimonie envers Macron, parce que dans tous ses discours... Bon, il avait, je dis. Non, mais dans tous ses discours pendant l'élection présidentielle, il y avait deux personnages récurrents. C'était le président du Mexique racontant comme il lui avait imposé de faire venir ses soldats à la frontière alors que l'autre lui était opposé. Et Emmanuel Macron, où il racontait malicieusement sa conversation avec Macron lorsque Macron voulait mettre des taxes sur les grandes entreprises américaines d'Internet, et il avait dit, il a appelé Macron, il a dit si tu mets if you put taxes, I will put 100% tariff on wine and everything. Et alors il imitait Macron en disant oh non Donald, please no, let me speak with some. Et ça revenait tout le temps où il faisait parler Macron. Enfin, Macron était une sorte de repoussoir sur ce que lui allait faire. D'accord, mais enfin c'était pas très bien intentionné. Oui, c'était pas bien intentionné. Mais il a quand même gagné l'élection présidentielle, et dans son discours, il y avait... Donc c'est un personnage qui lui est familier, qui est familier aux Américains, même s'il se moque de lui, il doit ressentir quand même une certaine affection pour Macron, puisque grâce à Macron, dans un sens, en se moquant de Macron, il a gagné. Enfin, ça a été un élément. Oh non, Donald, please. C'est drôle. C'est pour ça qu'il me fait. Il est toujours assez haut en couleur. Qu'est-ce que vous pensez maintenant du fait que, par rapport, vous avez évoqué Kamala Harris, effectivement très éloigné de l'Europe, mais aussi un candidat par défaut, puisque Joe Biden a été déclaré inapte, ou en tout cas retiré de la candidature, donc il y a eu une élection un peu spéciale. Mais ce qu'on a peut-être moins vu, c'est qu'autour de Donald Trump, il a attiré à lui des gens, en particulier Elon Musk, Robert Kennedy Jr. ou d'autres personnages plus controversés, mais avec une spécificité, comme je pense à Tulsi Gabbard, ou il y en a comme ça. Elon Musk, c'est la projection vers l'Amérique qui recommence à faire rêver en regardant les étoiles. Donc, Elon Musk, oui, enfin il y en a autour de lui qui ne sont pas très sympathiques. Mais, comment s'appelle celui qui doit s'occuper de la frontière? Il ressemble au shérif. Il ressemble au shérif méchant dans Rambo. Oui, tout à fait. Il ressemble au shérif méchant. Celui qui emmerde Rambo. Celui qui emmerde Rambo au début. Why are you pushing me? Oui, c'est ça. Qui veut le faire sortir de la vie. Bon, il y en a d'autres qui ont dépensé, je ne me rappelle plus, celui qui voulait nommer ministre de la Justice avait dépensé $70,000 en prostituées. Bon, ils ne l'ont pas laissé passer quand même, celui-là. Mais vraiment, celui-là est vraiment antipathique. Mais
j'ai appris il y a longtemps que des gens très bien peuvent faire des choses moches et des gens très moches peuvent faire des choses très bien. Ouais. Donc, je suis un peu vacciné avec ça, quoi. En tous les cas, bon. Mais la réduction, par exemple, il va confier à Elon Musk la réduction des dépenses de l'État, ce qu'on devrait faire nous aussi. Parce qu'une des raisons de l'échec de Michel Barnier, c'est le fait qu'on prend des impôts comme ça et on ne fait pas cette réduction. Oui, mais enfin, le pauvre Barnier avait que 2 semaines, et pour faire des réformes, il devait trouver de l'argent. Et pour faire des réformes structurelles, ça prend du temps pour éliminer tel truc ou tout. Non, mais bien sûr, c'est pas simple, et il a dû le faire dans l'urgence. Et puis les grosses dépenses, c'est quand même les dépenses sociales, quoi. Hein. Si on regarde les schémas, bon, je crois les 3/4, le fonctionnement de l'État, ça doit être, bon, il faut vérifier, hein, si vous écoutez, allez vérifier, mais je crois que ça doit être 70 les trucs sociaux et 30% le fonctionnement de l'État. Donc on peut sans doute diminuer le coût du fonctionnement de l'État, mais on ne peut pas non plus le réduire à zéro. Mais enfin, il faut des grandes réformes, ça c'est évident. Mais là, on a un mélange à la fois de réduction des dépenses, d'innovation technologique extrême. Elon Musk promet aux Américains de les amener sur Mars. Donc on est quand même dans une sorte de mise en place d'un monde du futur que je trouve personnellement particulièrement intéressant. Alors, est-ce que cette promesse sera remplie par Donald Trump? On verra, mais on est quand même un peu plus que les démocrates qui étaient un peu, en gros, un troisième terme, enfin une sorte de suite continue de ce que faisait Joe Biden. Alors, en revanche, il semble, et ça, je change de sujet, mais il semble que la perspective de l'arrivée de Donald Trump ait provoqué chez certains Américains dirigeants ou en particulier chez les néoconservateurs, une espèce de frénésie. Chez Joe Biden, l'autorisation donnée à Volodymyr Zelensky d'utiliser des missiles dans la profondeur, autorisation qu'il avait refusée au préalable à Zelensky, quand celui-ci était venu à New York. Vous avez évoqué tout à l'heure la Géorgie, la Roumanie, où là, une sorte tout s'emballe, l'offensive des rebelles en Syrie. On a l'impression que tout ça est pour changer les choses ou pour, je dirais, accélérer les choses avant l'arrivée de Trump, que le monde est un peu suspendu à cette arrivée. Est-ce que est-ce que vous pensez que c'est comme ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de baroud d'honneur de gens qui ne pensent pas comme Trump et qui voulaient, ou alors qui comprennent que la guerre en Ukraine est perdue, par exemple? Je ne sais pas jusqu'à quel point ça ne peut pas être, disons, l'autorisation d'utiliser les armes en Russie n'est peut-être pas coordonnée avec Trump. Il y en a qui disent, j'ai pas de... elle s'est produite quand même, alors que normalement un président qui a été battu ne fait pas ça aux États-Unis. Le fils de Trump a condamné en disant qu'ils veulent provoquer la guerre. Mais Trump n'a pas eu de mots. Non, Trump n'a pas eu de mots. Il peut très bien dire, une fois que je serai au pouvoir, en janvier, j'arrêterai cette autorisation si les Russes... J'ai pas assez d'éléments. Entre-temps, il y a quand même eu, pour la première fois, la frappe d'un missile de moyenne portée avec tête nucléaire, mais sans la tête nucléaire, cette fois qu'on appelle l'Oreshnik. Ça a été, depuis d'ailleurs, on remarque, il n'y a plus d'histoire, on n'en parle plus. Hein. Et ils n'envoient plus de... Je ne sais pas, mais c'est plus dans l'actualité. Enfin, il est où? Mais en tout cas, il y a une sorte on a l'impression que c'est comme s'il fallait pourrir la situation pour laisser un monde encore plus abominable pour Trump. Moi, je trouve que c'est une escalade dangereuse. Mais le missile était impressionnant. Hein. La vitesse à laquelle il arrive, il n'y a pas de contre-missile qui puisse l'atteindre. Et tous ces missiles peuvent tomber en Europe, et il en a un certain nombre, sans doute. Donc, c'est pas la peine, puisque c'est pas la peine de trop envoyer de missiles à l'intérieur de la Russie, surtout que ça va pas changer grand-chose. Ça changera rien. Et qu'au bout d'un moment, il sera obligé de réagir. Quelle serait la réaction
Enfin, pour l'instant, il est en train d'avancer, donc il n'y a pas intérêt, mais Non. quelle serait la réaction mondiale s'il faisait sauter une tête nucléaire à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de l'Ukraine, Oui. sans provoquer de dégâts, mais en... Oui. Alors, il a déjà répondu, l'usine vers laquelle les missiles ont été dirigés était une usine de production autrefois des premières fusées nucléaires russes. À l'époque, c'était l'Union soviétique. Donc il y a deux messages quand même. Donc on est vraiment dans cette escalade, c'est-à-dire si vous voulez y aller, si vous voulez me chercher, je suis là. On va passer, pour terminer, sur le Moyen-Orient. Comme je le disais, au moment où on parle, la Syrie est en ébullition. Les rebelles sont partis de rebelles djihadistes de la zone du nord-ouest, aujourd'hui sont aux portes de la ville de Homs. Comment est-ce que vous interprétez ce qui se passe en Syrie actuellement? Je n'ai pas d'éléments pour interroger. Je ne connais pas les forces. Vous suivez quand même? Oui, je suis, mais enfin, j'ai suivi juste ces 2 derniers jours. J'ai toujours pensé qu'Assad était un boucher, mais qui maintenait quand même l'unité de la Syrie. Je m'étais trompé déjà en Irak, croyant que l'attaque américaine amènerait la démocratie en Irak. Je ne me suis pas trompé, en tous les cas, sur la Libye. Je me suis trompé une fois, j'ai bien compris. Ouais. Il faut laisser les gens, les peuples évoluer comme ils veulent. C'est très difficile de se mêler. C'est comme si on était un voyageur qui rentre, qui arrive du temps et qui se mêle, qui bouleverse tout. D'ailleurs, on voit ce qu'on a amené en Afrique. On a pillé, on a découpé le pays comme des gâteaux. On a avec des ethnies qui vivent entre deux États. Bon, on a bouleversé le paysage, quoi. Assad n'avait pas attaqué Israël, enfin mené une campagne sourde contre Israël, mais n'était pas rentré comme en 73. Donc il était un gage quand même, je ne peux pas dire de stabilité, mais en tous les cas, il y avait une dictature terrible, mais pour le peuple en général, il vivait moins mal que les centaines de milliers de morts qu'il y a eu depuis qu'on a essayé de le renverser. Non, je ne prends pas la défense d'Assad, hein. Je fais que constater, disons, les horreurs qu'ont provoqué le fait de penser qu'on pouvait le renverser. D'ailleurs, il sera peut-être renversé très prochainement. Très prochainement. Mais après, qu'est-ce que la Syrie va devenir? Vous croyez La Syrie a été créée aussi par la France, qui a pris le protectorat avec le Liban et tout ça. Bon. Vous croyez que le chef Al-Jolani, qui vient de donner une interview à CNN expliquant que il établirait un émirat islamique, mais que les minorités seraient protégées. On a un peu l'impression que c'est les talibans quand ils sont revenus au pouvoir, non? Je ne vois pas comment un émirat islamiste peut être très, très modéré, quoi. Et comment il ne peut pas être un danger pour la région. Pour la région et surtout pour le Liban, quoi. Ça va revoir le Liban, quoi. Et des troubles avec Israël. Un émirat islamiste ne peut pas être juste à côté ou très près d'Israël sans rentrer en guerre. Ça me paraît compliqué. Est-ce que vous pensez, dernière question, qu'il s'agit quand même de cet affaiblissement extrême de la Syrie, puisqu'on a vu quand même des unités entières de l'armée syrienne partir sans combattre, est une conséquence de la guerre qui vient de se dérouler entre Israël et le Hamas, puis avec le Hezbollah? Sans doute, si le Hezbollah ne peut plus aller au Liban pour défendre, parce qu'ils se sont battus... ou en Syrie. En Syrie, je veux dire, ils se sont battus pour défendre le régime d'Assad. S'il y a moins de militaires du Hezbollah, mais enfin Israël n'est pas responsable de ça. Israël s'est défendu contre le Hezbollah, il ne peut pas non plus défendre Assad. Je ne suis pas pour parler au cabinet de sécurité israélien pour savoir... À mon avis, ils doivent se dire qu'ils se mangent entre eux. Ça, c'est la première réaction. Mais la deuxième réaction, c'est de se dire quand même que Assad est plus sûr qu'un État islamiste. Très bien. Merci Arnaud Klarsfeld. Merci à vous. Merci beaucoup.